Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie d'être devant vous ce soir avec Julien et Emmanuel pour vous présenter notre nouvelle et déjà 5e édition de notre rapport d'orientation stratégique. Une nouvelle édition que je qualifierais de très ambitieuse au regard des 4 précédentes. Ambitieuse parce que vous y retrouverez 5 feuilles de route stratégiques sur 5 grands enjeux pour nos membres, mais pour l'ensemble de l'écosystème numérique à l'horizon 2040. Et pour construire ces feuilles de route, nous ne l'avons pas fait seuls, nous l'avons fait grâce au pilotage d'un conseil d'orientation stratégique, dont Julien et Emmanuel sont les représentants sur scène ici ce soir. Mais nous avons également depuis 2 ans la chance de bénéficier de la réflexion d'un conseil d'orientation stratégique jeune. Donc justement, sur le cadre de cette démarche, sur le conseil d'orientation stratégique, Julien, tu en fais partie maintenant depuis 3 ans, en tant que personnalité qualifiée pour ton expertise sur la géopolitique, la sécurité dans l'espace numérique. Je ne reviens pas sur ta présentation. Et donc, ma première question, assez simple, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt que tu tires de ta participation à cette démarche stratégique et prospective en parallèle de ton activité de chercheur? Vaste question, Aurélie, merci beaucoup pour l'invitation déjà et à évoquer en fait tous les à côté finalement de la préparation de ces rapports depuis 3 ans, parce que effectivement j'ai un profil différent de DSI, RSSI ou CISO, même si j'en fréquente depuis de nombreuses années, donc je commence à être bien acculturé. Et ce qui est intéressant effectivement dans cette dimension géopolitique, même s'il faut prêter attention toujours à ce qu'on accole derrière le terme, qui peut faire l'objet de pas mal de comment dirais-je, de propos un peu dévoyés, et aussi parce que dans le domaine qui t'intéresse, le numérique, la cyber, la géopolitique pendant des années a été très souvent ramenée au seul enjeu réglementaire. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent interpellé, alors que la plupart de ces enjeux ont aussi des ressorts politiques. Prenez 2-3 exemples qui ont aussi pu discuter au cours de ces séances de débat et de préparation des rapports. Prenez les enjeux de localisation ou de relocalisation des données, des enjeux de shutdown, donc de coupure d'accès volontaire à Internet. Bon, tout ça ne tombe pas forcément du ciel et est aussi motivé, justifié par des décisions très politiques, avec parfois un regard très stratégique. Donc c'est là où finalement, effectivement, ce pas de côté géopolitique, avec un regard non opérationnel, mais en l'occurrence pour ma part dans la recherche, peut apporter aussi un contrepoint en la matière, parce qu'on a besoin aussi d'expertise internationale, soit spécialiste de zones géographiques dédiées. C'est vrai que moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'un pays qui a été évoqué tout à l'heure, l'Inde, a très longtemps fait figure de quasi-angle mort, de bien de ces débats sur finalement la question des chaînes d'approvisionnement, sur la place de ce pays aussi dans tout l'univers de la cybersécurité. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que tout ce que peut apporter une expertise internationale est aussi bienvenu à mon sens, sachant qu'aujourd'hui, dans un univers que je connais bien, par exemple la diplomatie, la cybersécurité, aujourd'hui c'est un monde qui fait intervenir peut-être bien davantage d'entreprises que de diplomates. Et ça, typiquement, on l'a vu en Ukraine depuis 2 ans et demi. Je ne vais pas citer certains des acteurs dont il a été question tout à l'heure, mais voilà, certaines grandes plateformes de la tech ont été centrales pour aller faire de la remédiation technique, pour alerter sur comment dirais-je, des menaces d'influence, etc., d'États adversaires. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte et j'espère que ça ressort aussi dans certaines des analyses et des recommandations qui ont été faites. Et dernier point, je fais très bref, Aurélie, là-dessus. En matière d'anticipation, par exemple, c'est vrai que quand on évoque tous ces sujets, par exemple, dans l'immédiat, ce qui peut nous préoccuper tous à des degrés divers, mais pour le coup, c'est là où entreprise et expertise pourront marcher ensemble. C'est sur, par exemple, les perspectives d'un Trump 2, où là, en matière numérique, les choses sont extrêmement sérieuses et d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a pu voir pendant sa première mandature.
Merci Julien. En effet, tu nous as bien montré qu'il est nécessaire dans cette démarche, mais au-delà de varier les expertises, de mêler les expertises d'entreprise, voilà, et des expertises comme la tienne en termes de géopolitique. Et c'est ce que nous faisons pour la rédaction de nos rapports depuis les débuts de la démarche. Et justement, bon, avec Emmanuel, je vous propose de rentrer un peu plus dans ce que vous allez trouver dans ce rapport. Voilà comment nous avons mis à l'épreuve cette diversité des expertises. Et donc voilà, Emmanuel, je te propose de revenir sur l'ambition que nous avons eue pour cette 5e édition du rapport d'orientation stratégique au SIGREF, au regard aussi des rapports des 4 dernières années. Eh bien, en quelques mots, on s'est beaucoup reposé sur les travaux et le rapport de 2023. C'est notre 2e cycle, donc 2 fois 3 ans de prospective. On s'est retrouvé avec le rapport de 2023, avec un rapport qui, on doit le dire, brossait des situations très préoccupantes. Et dans le travail qu'on a fait en 2024, ces situations, on s'est dit, travaillons sur des principes d'action. C'est-à-dire que l'ambition qu'on a eue, c'est de fournir à nos entreprises adhérentes, aux DSI, des principes d'action qui leur permettent d'engager, d'organiser, de planifier. Vous nous avez beaucoup dit dans les prises de parole précédentes, et c'était très inspirant, qu'il n'était pas vraiment temps de se lamenter ou de déplorer ces tableaux un peu préoccupants, et qu'il fallait passer à l'action, qu'il fallait anticiper, planifier, réagir, et c'est exactement ça qu'on a essayé de mettre au cœur de ce rapport 2024. Merci Emmanuel. Donc oui, en effet, un rapport beaucoup plus concret, beaucoup plus stratégique pour vous accompagner, vous DSI, mais également l'ensemble de l'écosystème numérique, enfin l'ensemble des décideurs du numérique, pour dans vos différentes feuilles de route stratégiques. Justement, voilà, un rapport plus concret. Et donc je vous propose qu'on passe à un second temps de la table ronde. On va un peu plus discuter des sujets que vous retrouverez dans ce rapport, parce qu'en effet, donc dans ce rapport, nous nous sommes posés 5 grandes questions. 5 grandes questions qui ont été ouvertes par les réflexions des années précédentes, et l'une d'entre elles, une des questions que nous nous sommes posées, c'est que faire pour renforcer la sécurité dans l'espace numérique à l'horizon 2040 ? Plein de choses, vous me direz, mais c'est à Julien que la tâche revient de nous expliquer. Enfin voilà, Julien, selon toi, quelle ambition réaliste nous pouvons nous collectivement avoir sur ce sujet de la sécurité numérique, et quels sont les grands chemins pour y parvenir tels que nous avons pu les évoquer dans ce rapport 2024 ? Si seulement j'avais la réponse. Non, j'ai une pression terrible sur les épaules avec une question pareille, ça me... non, effectivement, c'est depuis des années effectivement une question centrale dans les réflexions qu'on a pu mener collectivement. Question qui est toujours très difficile de répondre de façon claire et péremptoire, même je dirais, sachant que là aussi, avec encore une fois un regard géopolitique, la tentation est parfois d'avoir un regard peut-être trop stratosphérique là-dessus, c'est-à-dire d'appliquer des schémas de lecture peut-être trop centrés sur des questions qui peuvent paraître un peu hors sol pour des opérationnels sur en gros le contexte de la compétition sud-américaine, etc. Donc des niveaux de lecture peut-être un peu trop élevés au détriment d'aspects beaucoup plus concrets. Donc l'idée est ici peut-être encore une fois dans une actualité qui est extrêmement dense. Hein. Vous savez très bien que demain entrera en application la directive NIS 2, que les rapports d'évaluation de la menace quasi quotidiens des sociétés insistent constamment sur le quasi-pilonnage en matière notamment de ransomware qui a vu le nombre d'organisations absolument explosé, touché par ce type de risque. Donc là, le niveau de lecture, il serait peut-être double, c'est-à-dire que le niveau de lecture et d'action, peut-être double, à la fois de jouer sur un niveau je dirais plus
politique au fond, avec toujours cette idée sous-jacente d'aller inciter nos pouvoirs publics à effectivement renforcer leur conscience, leur implication dans le renforcement de certains standards effectivement de sécurité, avec là aussi des liens entre public et privé qui sont jamais totalement satisfaisants. Donc c'est une dimension à prendre en compte également en matière d'anticipation jusqu'à 2040, même si cette échéance est à la fois très lointaine et au fond très proche, parce que compte tenu du rythme d'évolution de la vie internationale, effectivement on a le sentiment à chaque fois d'être à bout de souffle, mais 2040 va arriver très, très rapidement. Ce niveau politique, il joue aussi à un niveau international. Encore une fois, sans trop divaguer vers mes propres centres d'intérêt immédiats, c'est vrai que il y a parfois certaines choses qui peuvent fonctionner. Je prends peut-être deux exemples récents. Un exemple récent qui a associé les Anglais et les Français, comme quoi ça peut marcher en 2024 entre nos deux pays, avec une initiative bilatérale, avec la participation de l'industrie, de la société civile, pour aller lutter contre la prolifération des logiciels espions clés en main, commerciaux. Ça, c'est quelque chose qui a pris des années avant d'aboutir à une déclaration et une série d'engagements, encore une fois dans une perspective que beaucoup de gens vont qualifier de multi-acteurs, même si bon, on accorde beaucoup de choses derrière ce terme. Donc, premier niveau d'action, sans trop développer ce point international, donc ce qui est au fond une politique des petits pas. Il faut rester optimiste en la matière, même si effectivement l'évolution internationale n'est pas toujours d'une folle réjouissance. Et un niveau peut-être plus bottom-up, on va dire, avec sur ces questions de renforcement de sécurité, de résilience dans l'espace numérique, l'idée là aussi au très long cours d'aller mailler nos établissements scolaires, nos systèmes d'enseignement supérieur, etc., de parcours, de formation, de diplômes, etc., qui puissent être à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est pas un lieu commun que de le rappeler en 2024. On pouvait en parler effectivement il y a 4-5 ans, mais avec une maturité qui était bien moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, et des niveaux d'engagement de toutes les parties prenantes là aussi. C'est à la fois l'État, c'est aussi des acteurs industriels, etc., qui ont aussi mis la main à la pâte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret aujourd'hui et qui ressort là aussi dans certaines des pistes qui figurent dans le rapport. Super, merci beaucoup Julien d'avoir relevé le défi de répondre à cette question. Voilà, la sécurité numérique, c'est un défi pour l'ensemble des membres du SIGREF et pour l'écosystème numérique. Et donc, Emmanuel, au-delà de ce défi, j'aimerais te demander quelle est la problématique, la question qui figure dans le rapport, qui fait le plus écho à tes activités et aux principaux défis auxquels devra faire face la DSI du Crédit Agricole dans les 10 prochaines années. Alors, sans hésiter, je mettrai en avant bien sûr le numérique responsable. Et quand on est une banque universelle, à la fois pour le particulier, l'entreprise, le local, dans les pays, dans les territoires, mais aussi à l'international, je ne voudrais pas limiter cet aspect de numérique responsable à la partie durabilité. Parce que ce qui est le plus important pour le groupe, c'est ce lien de confiance. Et en fait, le numérique responsable, il est la directe conséquence du numérique de confiance et qui effectivement est au cœur des projets, des stratégies RSE, en français ESG pour les anglo-saxons. Et donc cette partie qui est la protection, la souveraineté, l'inclusivité et bien sûr la durabilité, c'est l'ensemble qu'il nous faut articuler. C'est une thématique qui est compliquée, puisqu'aujourd'hui le numérique responsable résonne beaucoup empreinte carbone, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est absolument juste, mais comme le rappelait, et je m'associe au souci des paiements, Gilles, j'en mange tous les jours, tu le sais, et bien cette partie confiance, c'est vraiment la stratégie et c'est la promesse pour l'entreprise, pour le groupe Crédit Agricole, de demeurer une banque universelle en France, en Europe et à l'international. Et c'est pour ça que je retiens cette thématique-là et que je trouve est merveilleusement bien illustrée dans le rapport. Merci Emmanuel. C'est vrai que voilà, tu as parlé
Tu as mêlé deux questions, une question qu'on a sur l'autonomie stratégique européenne et notre autre question sur numérique et transition environnementale, ce qui montre bien que ce rapport, même si on a travaillé un petit peu en silo, il y a des convergences à faire entre les différentes parties du rapport, et c'est d'ailleurs ce que vous pourrez retrouver dans la dernière partie qui propose des grandes recommandations, des grands principes d'action, comme tu l'as bien mentionné tout à l'heure, Emmanuel. Bien évidemment, en plus de ces différentes thématiques évoquées dans la table ronde, vous en retrouverez d'autres que je vous laisse découvrir, et celles-ci seront bien évidemment plus détaillées, plus documentées. Donc je vous encourage fortement à aller vous saisir de ce rapport à la sortie de la salle si ce n'est pas déjà fait, et voilà, en espérant qu'on vous aura donné envie de le découvrir. Avant de terminer, parce que cette démarche est un travail collectif, quelques remerciements. Tout d'abord, je tiens à remercier Alice Colson, l'illustratrice de ce rapport. Donc vous voyez des exemples de ces illustrations juste derrière nous. Merci beaucoup Alice, cela a rendu le rapport absolument somptueux. Et également, je ne peux jamais clôturer une intervention sur la démarche d'orientation stratégique sans remercier Marie Ségur, directrice d'études chez Futurible. Futurible qui nous accompagne depuis les débuts et qui veille à notre rigueur méthodologique. Et donc merci Julien, merci Emmanuel. Et je vous laisse maintenant continuer la suite du programme. On a presque tenu le timing.